Bonjour, merci à tous d'être présents et je remercie également les organisateurs de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Alors, sclérose en plaques et environnement, c'est un gigantesque débat, donc je vais le limiter volontairement aux données, ici aux Antilles françaises, mais bien sûr en étayant certaines hypothèses environnementales qui ont permis notamment ici à cette maladie d'émerger. Alors d'abord un petit rappel historique. Je vois qu'il y a Madame Vernant qui est dans la salle. Quand je suis arrivé ici comme chef de clinique, notre ancien patron Jean-Claude Vernant, première chose qu'il m'avait dit quand je suis rentré dans son bureau, il m'avait dit « Bon, la sclérose en plaques, t'oublies tout de suite, tu n'en verras quasiment pas ». Et effectivement, c'était bel et bien le cas. Le nombre de cas de sclérose en plaques se limitait à moins d'une dizaine. Et on pouvait faire confiance à Jean-Claude Vernant, puisqu'il avait passé une grande partie de sa carrière à la Salpêtrière, donc éminemment formé au diagnostic de sclérose en plaques. Et depuis son arrivée en Martinique en 1974, moi j'étais chef de clinique en 1992, il en avait diagnostiqué pas plus de 10 cas. Et on n'était pas tellement surpris, puisque ça correspondait à un dogme qui était de mise dans tous les manuels de neurologie à l'époque. La sclérose en plaques est extrêmement rare sous les tropiques, donc on n'était absolument pas surpris. Et cette assertion peut également être confirmée par certains neurologues dans la salle ici, qui pouvaient vous confirmer qu'à cette époque, début des années 90, la maladie était effectivement extrêmement rare. Et comme l'a dit M. Pierre-Louis tout à l'heure, le fait même d'être antillais ici était un argument exclusif pour ce diagnostic. Alors, et bien entendu, ni l'un ni l'autre, on aurait pu s'imaginer qu'on était juste à la veille d'un bouleversement épidémiologique total, puisque un peu plus de 20 ans après, maintenant, nous avons des centaines de malades sur la Martinique. Alors, je vais commencer par quelques données d'épidémiologie descriptive. Alors, les données que je vais vous montrer sont des données réalisées en population générale, suite à un registre exhaustif impliquant toutes les sources d'activation, qui a été établi au début des années 90 et sur une période de 15 ans. Alors on s'aperçoit que la sclérose en plaques, c'est une maladie ici dont l'incidence est en augmentation continue. Si on divise cette période en quinquennat, 92-97, 97-2002, 2002-2007, et par contre, une autre maladie qui est une cousine germaine de la sclérose en plaques et qui était déjà présente depuis longtemps ici aux Antilles françaises, la neuromyélite optique, elle a une incidence qui est tout à fait stable. Alors la neuromyélite optique, c'est une forme frontière de la sclérose en plaques qui est une maladie épouvantable, qui engage le pronostic vital à court terme chez des femmes jeunes. Elle est par comparaison tout à fait stable. Pardon ? Oui, la neuromyélite optique, c'est une forme frontière de la sclérose en plaques qui, elle, était déjà par contre présente depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'en gros, et ça amène à la diapositive suivante, comme cette maladie-là a une incidence stable, par voie corollaire, le ratio sclérose en plaques neuromyélite optique est lui en constante augmentation. Merci. Alors, je poursuis sur les données d'épidémiologie descriptive. On s'aperçoit qu'en fin de compte, dans la population antillaise, le pic d'incidence, c'est comme dans toutes les populations. Si on regarde dans les populations européennes, les populations maghrébines, les populations asiatiques, même s'il y a des incidences variables, on a, comme dans toutes les populations, un ratio d'incidence, un pic d'incidence qui se produit entre 25 et 34 ans.
Donc la maladie a bel et bien émergé ici à partir du début des années 90. Et de manière parallèle, elle affecte, bien sûr, vous savez tous que c'est une maladie qui touche essentiellement la femme. On a une augmentation d'incidence continue, que ce soit à la fois pour les hommes et pour les femmes, mais bien entendu avec une incidence qui est beaucoup plus importante pour la population féminine. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre la Martinique et l'île Sœur, la Guadeloupe? Oui, hein, on s'aperçoit que ce phénomène est beaucoup plus important pour la Martinique, avec pour la période 2002-2007, une incidence qui a dépassé 2 pour 100 000. 2 pour 100 000, c'est quelque chose qui est quasiment identique à ce qu'on observe dans des pays où la maladie n'est pas extrêmement fréquente, mais où elle est déjà considérée comme une incidence solide, hein, à savoir la Grèce, le Portugal. Alors pour la Guadeloupe, le phénomène est moins net, mais vous allez voir que concernant les facteurs environnementaux, on a tout à l'heure une explication plausible pour cette légère différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Alors, si on se réfère un peu à l'épidémiologie récente à l'échelon planétaire, on divise en termes de prévalence des régions de faible prévalence, où il y a moins de 30 cas pour 100 000, des régions de prévalence intermédiaire entre 30 et 80 pour 100 000, et des régions de très forte prévalence supérieure à 80 pour 100 000. Alors quand on regarde cette carte planétaire, on s'aperçoit que la maladie est surprévalente essentiellement au Canada, en Scandinavie, dans les îles britanniques, en Allemagne. Et là, il faut faire une petite remarque. Hein. On a entendu beaucoup de communication sur un environnement hostile pour pas mal de pathologies dont on vient de parler. Pour la sclérose en plaques, en fait, c'est un peu différent. On observe que cette maladie est fortement prévalente et incidente dans toutes les sociétés où il y a un très très haut niveau de développement humain. L'épidémiologie est calquée à l'indice de développement humain. C'est en fin de compte un marqueur, hein, de sociétés qui se développent. Alors si on rapporte ce qui se passe ici par rapport à notre environnement immédiat, c'est-à-dire les Caraïbes et l'Amérique du Sud, alors là c'est des données de prévalence qui sont basées non pas sur des études faites ici, mais sur les données d'assurance maladie, puisque c'est une maladie qui, dès qu'on la diagnostique, aboutit à une exonération du ticket modérateur. Donc c'est une manière donc d'avoir une idée précise de sa prévalence. Alors au 31 décembre 2012, alors dans ces maladies-là, il faut toujours être à peu près à 3-4 ans du chiffre de la date de prévalence pour avoir une idée précise, hein, puisque c'est une maladie qui se diagnostique pas tout de suite. Parfois, il faut 3-4 ans. Donc on admet que il faut à peu près 3 ans de recul pour avoir une prévalence fiable. Donc la Martinique actuellement a une prévalence au 31 décembre 2012 de 50 pour 100 000. Hein. En 2015, c'est probablement beaucoup plus. Donc la Martinique est bel et bien installée maintenant dans une région de prévalence moyenne, et puis on peut tout à fait penser que dans un avenir immédiat ou à moyen terme, on sera dans une zone de prévalence haute. La Guadeloupe est juste un peu en retrait, avec une prévalence au 31 décembre 2012 de 38 pour 100 000. Et on s'aperçoit que, au vu de ces chiffres, les Antilles françaises font vraiment office d'exception dans tout ce monde-là. Hein. Le Brésil, c'est très faible, 4 pour 100 000. C'est un peu plus important dans des pays comme l'Argentine, 14 pour 100 000. Le Mexique, c'est relativement faible. Donc on a affaire à une authentique situation qui sort de l'ordinaire pour le monde tropical dans lequel on vit. Si on raisonne maintenant en termes d'incidence, tout à l'heure je vous ai montré un chiffre pour 2002-2007 de quasiment 3 pour 100 000 pour la Martinique.
Pour 2007-2012, on n'a pas encore les chiffres, mais je peux vous affirmer qu'on les aura bientôt et que ce plancher de 3 pour 100 000 va être crevé allègrement. Et si on s'intéresse donc à toute cette zone intertropicale, c'est tout à fait original d'avoir une incidence supérieure à 3 pour 100 000, puisque sur des méta-analyses épidémiologiques récentes, on s'aperçoit qu'on est beaucoup en deçà dans l'Est asiatique, même en Australie, en Afrique du Sud. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, qui intrigue d'ailleurs énormément les épidémiologistes, c'est le phénomène qui se passe en Iran, où on admet actuellement que l'incidence de la sclérose en plaques est supérieure, comme en Martinique, à 3 pour 100 000. Alors la thématique, c'est l'environnement. Mais bon, je vais quand même vous donner quelques notions sur la génétique, hein, parce que c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Hein, c'est une maladie qui est à la fois non seulement polygénique, mais c'est une maladie qui est aussi poly-environnementale. Donc il y a une espèce de balance entre de multiples facteurs génétiques et de multiples facteurs environnementaux. Et il faut la considérer, vous verrez sur les hypothèses environnementales tout à l'heure, que la complexité est accrue par des facteurs génétiques qui sont facilitants, protecteurs, et des facteurs environnementaux qui sont également facilitants, mais aussi protecteurs. Donc c'est ça dans la thématique environnementale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on conçoit de plus en plus la maladie non pas comme des facteurs environnementaux hostiles, mais comme des facteurs, la perte de facteurs environnementaux protecteurs. Alors, pour ce qui est du contexte génétique, le contexte génétique, il est évident. La meilleure moyenne, ça c'est valable dans beaucoup de maladies, d'apprécier la composante génétique, c'est ce qu'on appelle le taux de concordance dans les jumeaux monozygotes par rapport aux jumeaux dizygotes, les jumeaux monozygotes ayant le même background génétique absolu. On s'aperçoit dans toutes les études publiées que le taux de concordance chez les jumeaux monozygotes est beaucoup plus fort que chez les jumeaux dizygotes, avec un taux maximum de concordance au Canada, où lorsqu'on est une paire de jumeaux monozygotes, la concordance, c'est-à-dire les deux jumeaux ayant la maladie, atteint 1 cas sur 4. Alors, on sait aussi, et ça c'est les travaux donc faits par les cliniques de la sclérose en plaques canadiennes, hein, les meilleures données en termes d'études génétiques viennent du Canada, parce que vous l'avez vu tout à l'heure sur le panorama que le Canada c'est une zone de très 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 grande prévalence et incidence. Plus on partage au niveau de deux sujets de gènes communs, plus on a un taux de concordance important pour la sclérose en plaques. Bon, alors je ne vais pas tous les citer, mais on voit que les sujets qui sont HLA identiques, ça commence à être assez significatif et ça augmente si dans des couples, dans des paires consanguines, et puis bien entendu le maximum, comme on l'a montré tout à l'heure, est observé chez les jumeaux dizygotes. Alors, qu'est-ce qu'on sait précisément sur la génétique de la sclérose en plaques? Le problème est quasiment résolu. Et ça, on le doit à des immenses travaux qui ont été faits au cours des dernières années, depuis qu'on connaît la totalité du génome humain. Ont été effectuées des études mondiales de criblage complet du génome. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que en termes de susceptibilité génétique, il y a un gratte-ciel. Alors, bon, le gratte-ciel, si on fait une métaphore ici pour la Martinique, c'est cette construction-là. Alors, je ne sais pas si certains l'apprécient ou pas. Voilà, donc c'est notre gratte-ciel à nous, la Martinique. Il n'est pas très haut, hein, il fait, je sais pas combien, hein, peut-être un peu plus de 100 mètres, mais c'est le plus haut immeuble de la Martinique. C'est la plus haute construction de la Martinique. Bon, on est loin des gratte-ciels américains, mais c'est notre référence à nous. Alors on peut le métaphoriser comme l'allèle de susceptibilité le plus important vis-à-vis de la maladie, avec un odds ratio qui est de 2. Et à côté de ce gratte-ciel, ça c'est ce qu'ont montré les études donc de criblage du génome,
il y a tout un ensemble de maisonnettes. Pourquoi des maisonnettes? Parce que les autres ratios pour ces autres gènes de susceptibilité sont très faibles. Ils sont de l'ordre de 1.1 à 1.3 et on sait à présent qu'il y a une vingtaine de gènes qui expliquent donc la susceptibilité. Et ce qui est intéressant comme conclusion, c'est que des gènes qui sont impliqués dans l'immunité. Bon, ICAM1, les molécules d'adhésion, l'interféron gamma, différentes cytokines, différentes molécules impliquées dans la présentation de l'antigène. Donc voilà, la génétique de la sclérose en plaques, un allèle de susceptibilité majoritaire, qui donne un autre ratio de 2, mais qui à lui seul est minoritaire concernant la susceptibilité génétique globale. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces gènes à faible odds ratio représentent à peu près 80% de la susceptibilité génétique, alors que celui qui a l'odds ratio de 2, l'odds ratio le plus fort, ne représente que 20% de la susceptibilité. Alors qu'en est-il pour ici? Donc ça c'est une étude qui date un peu, mais qui a permis de confirmer que, comme dans les populations européennes, le gène de susceptibilité majoritaire, celui dont je parle, il confère aussi la susceptibilité, comme dans les autres populations. Alors il y a une petite différence, dans les populations européennes, c'est le DRB1 1501, alors qu'ici dans la population, c'est un sous-allèle différent, légèrement différent, qui est le sous-allèle DRB1 1503. Bon, ça a été confirmé dans un deuxième papier que vous voyez ici. Donc la sclérose en plaques, c'est bien l'allèle DRB1 15 ici dans la population antillaise. Et concernant le cousin germain, la neuromyélite optique, c'est complètement différent. C'est l'allèle de susceptibilité DRB1 03. Et c'est pas surprenant parce que la neuromyélite optique, contrairement à la sclérose en plaques, est souvent associée à d'autres maladies de système, lupus, et les internistes savent très bien que cet allèle DRB103, c'est un allèle d'auto-immunité, mais pour les deux affections, c'est clairement différent. Bon, alors maintenant, on va arriver au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'environnement. Alors, la question, qui nous a bien entendu interpellés, c'est quelles peuvent être les explications plausibles à l'émergence de cette maladie. Donc, on s'est intéressé à divers facteurs environnementaux susceptibles d'expliquer cette augmentation complètement inattendue de sclérose en plaques, donc en Martinique, puisque maintenant, je vous le dis, c'est un diagnostic absolument complètement banal. Ça ne nous surprend plus depuis 7-8 ans. Faire diagnostiquer une sclérose en plaques chez l'antillais, c'est devenu d'une banalité absolue. Donc on est passé d'une situation de dogme, ça n'existe pas, à une situation diamétralement opposée, à 180%, où c'est une maladie maintenant tout à fait banale, comme ailleurs, comme en France métropolitaine, ou aux États-Unis, ou dans les pays scandinaves. Alors, le phénomène de migration, pourquoi il nous a intéressés? Parce que ça, on a quand même des vieilles données, mais qui ont été particulièrement instructives, qui datent des années 60-70. On s'était aperçu que les migrants modifient leur risque vis-à-vis de la sclérose en plaques. Alors ça, c'est suite à des études de migrants, par exemple, donc les Anglais qui avaient immigré en Afrique du Sud, ou des Juifs qui avaient immigré donc en Israël. On s'était aperçu que ce qui était important, c'était une période bien précise de l'adolescence, parce que, en fin de compte, on modifie son risque vis-à-vis de la sclérose en plaques en fonction de la date où on a migré. Et on sait très bien que si on a migré après 15 ans, on garde le risque de son pays d'origine, alors que si on migre avant 15 ans, on adopte le risque du pays où on migre, ce qui traduit déjà qu'il y a des facteurs environnementaux critiques qui opèrent à cette période d'adolescence dans le déclenchement de la maladie. Alors,
les Antilles françaises, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est justement, et c'est une originalité ici dans le monde caribéen, vous le savez tous, hein, d'ailleurs beaucoup dans la salle sont très certainement dans ce cas, il y a ici aux Antilles françaises un mouvement de migration, hein, beaucoup d'Antillais ont vécu en métropole, et la particularité de ce mouvement migratoire, c'est que c'est un phénomène de migration-retour, c'est-à-dire c'est des Antillais qui sont partis, ou alors qui sont nés de parents Antillais prémigrés, qui sont revenus. Et ce phénomène de migration-retour, il est tout à fait intriguant parce qu'il est quasiment unique. Les migrations, elles sont, dans l'immense majorité des cas, complètement unidirectionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont médiées par des phénomènes politiques, hein, persécution, l'exemple de la Syrie actuellement, ou alors désastre économique, hein, les Irlandais qui sont partis aux États-Unis. Donc, et puis bien entendu, les gens ne reviennent pas. Si les désastres économiques continuent, si les guerres continuent, ils vont pas retourner dans le pays duquel ils ont migré. Tandis qu'ici, c'est tout à fait original. Les Antillais partent, hein, et puis reviennent aux Antilles françaises. Alors, on a effectué donc une étude cas témoin, hein, il y a quelques années, et qui a permis de mettre en évidence que le fait d'avoir migré en France métropolitaine augmente le risque de sclérose en plaques d'un ordre 2, et de manière non surprenante, hein, ce qui est vraiment critique, c'est le fait d'avoir migré en France métropolitaine avant l'âge de 15 ans, ou d'être né de parents antillais ayant eux-mêmes migré, puisque là, automatiquement, on a vécu en métropole avant l'âge de 15 ans, où à ce moment-là, la différence est beaucoup plus importante. La même chose est absolument vraie pour une donnée qui est beaucoup plus importante que la prévalence. Parce que la prévalence, pour expliquer une maladie, c'est lié à pas mal de biais. Ça peut être lié à une capacité à mieux diagnostiquer la maladie, ça peut être lié à un autre phénomène qui est la meilleure prise en charge de la maladie, mais le gold standard en matière d'épidémiologie de la sclérose en plaques, c'est l'incidence, qui n'est pas soumis à ces biais. Et là, on s'aperçoit que le fait d'avoir migré en France métropolitaine augmente le risque avec un odds ratio de 1,7, et avant l'âge de 15 ans, c'est beaucoup plus important avec un odds ratio de 4. Et il y a même un effet dose en fonction du temps qu'on a passé en France métropolitaine pour acquérir cette maladie. Alors, on s'est bien sûr aussi intéressé à ce qu'on appelle, bon là c'est l'abréviation, le MMR, c'est-à-dire le mouvement migratoire au retour. Et on s'aperçoit que ce mouvement migratoire retour dans la population martiniquaise, il est plus important que celui observé dans la population guadeloupéenne. Hein. C'est les courbes, donc orange, c'est le mouvement migratoire retour de la population martiniquaise, et en rouge, c'est la population guadeloupéenne. Et en bas, donc, c'est si on a migré, quel que soit l'âge, et en haut, c'est si on a migré avant l'âge de 15 ans, qui augmente beaucoup plus le risque. Alors, j'ai pas d'explication, hein, mais bon, je sais pas, hein, peut-être que vous en avez, mais il se trouve que les Martiniquais reviennent plus volontiers en Martinique que les Guadeloupéens, et c'est probablement ça qui explique ce léger différentiel d'augmentation de l'incidence légèrement différente entre les deux îles. Et ça, si on regarde les chiffres, c'est des chiffres considérables, c'est-à-dire qu'à la fin des années 2000, quasiment 40% de la population martiniquaise a vécu en France métropolitaine. On verra ça nulle part dans tout le monde caribéen. Pourquoi? Parce que dans les autres îles, les Haïtiens qui partent au Canada, très peu reviennent. Les Jamaïcains qui partent vivre dans le Grand Londres ne reviennent pas non plus. Donc on est vraiment face à un modèle bidirectionnel de migration massive, avec un mouvement de migratoire retour massif, qui est une totale originalité dans tout le monde caribéen, et qui explique pourquoi on est ici un peu des outflows en termes d'épidémiologie de la sclérose en plaques.
Alors, un autre facteur environnemental auquel on s'est intéressé, c'est le soleil. Alors, pourquoi le soleil? Ça, c'est une théorie qui prend de plus en plus de corps dans la sclérose en plaques. Ça a été évoqué il y a à peu près une dizaine d'années, donc alors là, on peut être fier, hein, c'est un neurologue français, hein, Roland Dumas, à Limoges, hein, un ami hein, de Jean-Claude Vernon, qui avait émis cette première hypothèse. Hein, bon, personne n'y avait pensé avant, parce qu'il avait remarqué qu'à un niveau écologique, la distribution de la maladie sur le plan planétaire était à peu près superposable au niveau d'ensoleillement. Bon. Chaque fois qu'on émet une nouvelle hypothèse, on est sceptique, mais depuis 10 ans, une masse de données qui sont à la fois issues des études cas témoins, des données expérimentales chez l'animal et des données écologiques font évoquer cette hypothèse comme une hypothèse de plus en plus solide, à tel point que on utilise maintenant, chez les sujets carencés, la vitamine D comme traitement adjuvant dans la sclérose en plaques. Bon, alors là, un petit rappel, hein, pourquoi l'ensoleillement? Parce que donc ça permet la synthèse de la vitamine D. Et pourquoi c'est bon la vitamine D dans la sclérose en plaques? Bon, mais là, on a de plus en plus de données immunologiques. Hein, les UVB, bon, ça diminue la présentation de l'antigène par les cellules professionnelles d'antigène au niveau des lymphocytes. Hein. Bon, les lymphocytes tous les lymphocytes autoréactifs aux antigènes myélimiques sont considérés comme les cellules clés dans la pathogénèse de cette maladie. Mais aussi, il y a d'autres facteurs. On sait que ça, au niveau des kératinocytes, ça augmente la sécrétion d'interleukine 10, hein, qui est l'interleukine 10, c'est une bonne cytokine hein, pour la sclérose en plaques. Autre donnée intéressante, ces données de protection de la vitamine D. Eh ben, elles opèrent probablement en phase gestationnelle. Et ça, on s'en est rendu compte en fonction du mois de naissance des sujets qui ont une sclérose en plaques. On s'aperçoit, et ça c'est encore les données issues des épidémiologistes au Canada, qui sont extrêmement solides, on s'aperçoit dans ces pays que le pic en fin de compte, d'incidence de gens qui vont développer la sclérose en plaques plus tard, se fait au mois d'avril-mai, hein, c'est-à-dire tout de suite après une grossesse qui s'est effectuée pendant des périodes de très très faible ensoleillement. Donc ce facteur protecteur, il opère probablement pendant la période gestationnelle. Alors qu'en novembre, on a le taux d'incidence le plus faible parce qu'il y a eu l'été auparavant. Donc, on peut penser plus d'ensoleillement à la fois chez la mère et le fœtus. Alors, plusieurs études cas témoins ont montré que ce risque était augmenté si on n'avait pas pratiqué d'activité estivale extérieure. Alors, toujours critiquer, ça c'est des études cas témoins. Hein. Les études cas témoins, ça n'a pas la force d'études prospectives de cohortes. Mais on s'aperçoit, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que avoir été exposé à de l'ensoleillement pendant cette période critique d'adolescence est un facteur protecteur. Au niveau écologique maintenant, alors au niveau écologique, la France métropolitaine est particulièrement intéressante à étudier pour tester cette hypothèse. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, pour mener ce type d'études, on a un ensoleillement complètement différentiel en fonction des régions de la France métropolitaine. On ne pourrait pas faire ce type d'études en Allemagne où globalement il fait mauvais quasiment toute l'année, au Canada où c'est la même chose, partout où on aille. Bon, il y a 300 jours de pluie par an, bon, ou de neige, bon, pour le Canada. La France métropolitaine, c'est tout à fait différent. On sait très bien qu'en PACA, c'est ensoleillé, hein, la Corse, bon, n'en parlons pas, hein, Marseille, la Côte d'Azur, bon, alors là, c'est l'inverse du Canada, on a 300 journées d'ensoleillement par an. Et puis, bien entendu, ce gradient d'ensoleillement, il diminue au fur et à mesure qu'on va vers le nord, Lille, bon, Alsace-Lorraine. Et sur alors donc là, vous voyez, c'est
l'exposition aux UV, et puis c'est des données solides, car c'est des données fournies par la météorologie nationale, on s'aperçoit que c'est parfaitement assez corrélé, même un niveau de corrélation assez fort, avec la prévalence de la sclérose en plaques, pour lesquels là les chiffres sont extrêmement fiables, parce qu'il y a quelque chose d'unique en France métropolitaine, c'est par l'intermédiaire de l'OFSEP, l'Observatoire français de la sclérose en plaques, un recensement complètement exhaustif au niveau de tous les centres experts de toutes les scléroses en plaques, avec dans cet Observatoire français de la sclérose en plaques recensé plus de 60 000 scléroses en plaques, c'est-à-dire un niveau d'exhaustivité très très haut qui permet de donner des prévalences, des chiffres de prévalence extrêmement fiables. Mais on s'aperçoit qu'on a une corrélation, et que cette corrélation, elle est en particulier beaucoup plus forte chez les femmes qui sont le plus susceptibles à la maladie. Ce rôle de l'exposition solaire, il a été, de la vitamine D, son corollaire, il a été également mis en évidence par des dosages biologiques de vitamine D chez les sujets américains, qui intègrent l'armée. Bon, alors aux États-Unis, on s'embarrasse pas trop de conditions éthiques quand les recrues incorporent l'armée. On fait des banques de prélèvements, voilà, on constitue des biobanques, et puis c'est intéressant parce que comme ils ont fait l'armée, après ils bénéficient de certaines facilités pour être suivis sur le plan de l'émergence des maladies, et donc on peut savoir si à un temps T donné, ce qu'on a dosé est prédictif d'une maladie donnée. Alors, ces études ont montré que avoir un taux de vitamine D bas lorsqu'on rentre dans l'armée est prédictif de faire une sclérose en plaques plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il en est en Martinique? Alors, il y a quelques années de cela, on avait fait une étude encore cas témoins, Cuba, Sicile, Martinique. Et le résultat était tout à fait conforme aux autres études, était tout à fait similaire sur les 3 îles. Le facteur le prédictif d'avoir une sclérose en plaques le plus important, niveau très très significatif, c'était de ne pas avoir pratiqué de sport nautique pendant les vacances. Alors vous allez me dire, donc comment ça se fait que l'hypothèse de protection solaire soit valide dans une île ensoleillée. C'est globalement tout le temps ensoleillé. Bon, petite différence, bon, saison des pluies, mais et puis l'ensoleillement n'a pas changé. Il y a eu probablement le même que dans les années 70 ou 80. Mais chose très importante, c'est probablement, et ça c'est quasiment sûr, c'est le comportement de la population antillaise vis-à-vis de l'exposition solaire. On sait très bien qu'il y a eu des modifications drastiques vis-à-vis du comportement solaire dans la population antillaise pour tout un tas de raisons. Il y a déjà eu le phénomène d'urbanisation massif qui s'est produit dans les années 70-80. Donc actuellement, on a à peu près le même niveau de population en zone urbaine qu'en zone rurale. On est également passé d'une économie traditionnelle, pêche, agriculture, donc des sujets qui sont beaucoup plus exposés au soleil, à une industrie, une économie de type tertiaire, de services. L'habitat traditionnel, qui est exposé à une exposition beaucoup plus importante, a quasiment disparu. On est dans du dur maintenant pour quasiment 95% des populations. Donc c'est très probablement les modifications du comportement de la population vis-à-vis de l'exposition et non pas l'ensoleillement qui a diminué. Et la preuve en est que si on s'intéresse donc à l'activité professionnelle des sujets qui ont la sclérose en plaques, on n'a quasiment aucun cas chez les sujets qui sont toujours dans les secteurs d'activité traditionnels comme la pêche ou l'agriculture. Alors maintenant, je vais aborder le dernier facteur environnemental qui, lui, est extrêmement intéressant, qui est également émergent et particulièrement pertinent. C'est plus récent que le Soleil, ça, c'est 4-5 ans, mais c'est probablement très, très, très intéressant. Alors pourquoi ?
il y a des vieilles notions. On a longtemps cru que la sclérose en plaques était liée à des agents infectieux. Et on a longtemps cherché, jusque dans les années 70, 80, 90, des agents infectieux responsables de la sclérose en plaques. Mais dans une étude, d'une synthèse récente, un très grand immunologiste qui est un éclair Jean-François Bach, il a dit, lui, mais oui, mais d'accord, mais bon, mais si on regarde bien les pays où on gagne la lutte contre les infections, les pays où on utilise massivement les antibiotiques, voilà, où toutes ces affections, en fin de compte, sont en décroissance massive, eh ben c'est justement les pays où les maladies auto-immunes, et pas n'importe quelle maladie auto-immune, les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, c'est-à-dire la sclérose en plaques, maladie auto-immune spécifique des antigènes myéléniques. Le Crohn, c'est aussi une maladie auto-immune spécifique d'organes. Le diabète de type 1, c'est aussi une maladie auto-immune spécifique d'organes. Mais toutes ces maladies ont une incidence explosive précisément dans les pays où on gagne la bataille contre les infections. C'est-à-dire d'où est née l'hypothèse, en fin de compte, hygiénique récente de la sclérose en plaques. Ça n'est pas l'environnement infectieux qui est responsable de la maladie, bien au contraire, c'est le vide infectieux qui provoque probablement ces maladies auto-immunes. Et ça, sur le plan expérimental, on le réalise très bien. Par exemple, on a des modèles animaux, des souris NOD de diabète de type 1. Alors, on prend 3 types de souris. On met des souris dans des cages. Et puis, donc, chez ces souris-là, on les nourrit dans un environnement complètement aseptique. Il va y avoir 100% de diabète de type 1. On nettoie de temps en temps la cage, on donne des aliments un peu moins stériles. On a 30-40% de diabète de type 1. Et puis on s'occupe pas de ces animaux. On les laisse comme ça, on leur donne à manger des aliments absolument pas stérilisés, on nettoie jamais la cage, on n'a quasiment pas de diabète de type 1. Donc voilà, tout ça, c'est le diabète, c'est la sclérose en plaques, et puis c'est aussi le Crohn. Et là, il y a le docteur Edouard qui est dans la salle. Lui, son équipe a fait une publication extrêmement intéressante aussi il y a quelques années, où il a démontré que le Crohn, il était de plus en plus prévalent au niveau des Antilles françaises. Et puis là, c'est encore plus solide parce que on peut toujours dire la sclérose en plaques, oui, mais bon, vous comprenez, vous diagnostiquez pas les cas avant. Mais là, bon, c'est des gastro-entérologues, c'est-à-dire c'est des médecins qui sont dans le concret, qui voient par leur endoscope les lésions. Alors, je pourrais vous en dire un petit mot par la suite, mais globalement, pour ces 3 maladies, que sont le Crohn, la sclérose en plaques et le diabète de type 1, il y a une image en miroir avec la négatif, avec les maladies infectieuses. Alors là, c'est des données qui sont tout à fait expérimentales, mais qui marchent à tous les coups. C'est-à-dire, on a des modèles animaux de sclérose en plaques. Et alors ça, c'est particulièrement intéressant pour ce qui est la bilharziose. On injecte au préalable, avant d'induire l'encéphalomyélite aiguë allergique, qui est le modèle animal de sclérose en plaques, on injecte de la bilharziose chez les animaux. On annihile la survenue d'une sclérose en plaques. Et on prend n'importe quel parasite, ça marche. Voilà, ça se fait avec la trichine, ça se fait avec le trypanosome, on abolit le modèle animal de sclérose en plaques. Donc ça, c'est des données expérimentales. Et tout ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour le modèle animal de diabète de type 1, modèle animal de Crohn. Encore plus surprenant, ça c'est essentiellement des travaux qui nous viennent d'Argentine. Des patients qui ont, malgré tout, où on est dans des situations un peu mixtes, c'est-à-dire où il y a de la sclérose en plaques, mais où il y a encore des parasitoses intestinales. Alors, on observe ces patients, et comme très souvent, c'est pas une maladie très grave pour ce qui est l'ascaridose, le taenia, on s'est aperçu, et ça c'est en les suivant, et en attestant la réalité de l'infection en isolant le verre, on s'est aperçu que chez les patients qui ont une sclérose en plaques, le fait
de contracter une parasitose intestinale, ben ça agissait en fin de compte comme un médicament. C'est-à-dire ils font moins de poussées. Si on suit les patients en IRM, ils présentent moins de nouvelles lésions démyélinisantes et d'activité inflammatoire authentifiées par la prise de gadolinium. Et le plus intéressant, c'est ça, c'est que le mécanisme explicatif, c'est que le parasite, ça c'est un phénotype cellulaire qu'on a découvert il y a pas tellement longtemps, 5-6 ans, c'était que les parasites, ils induisent, c'est des forts inducteurs, d'une catégorie particulière de lymphocytes CD4, qui sont les lymphocytes CD4, CD25, FOXP3, qui sont des lymphocytes T régulateurs. Et ces lymphocytes T régulateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est des espèces de lymphocytes sentinelles qui sont chargés d'énergiser les lymphocytes autoréactifs aux auto-antigènes du soi. Donc on a une explication, et une explication qui se tient, parce que les parasitoses intestinales, c'est pas comme une infection apiogène ou une infection par le tétanos. C'est particulier. On peut même considérer que le tube digestif a vécu avec ces parasites depuis des centaines, voire des centaines de milliers d'années. Et on peut considérer que c'est une sorte de couple. Avec le parasite qui est saprophite, et ils se rendent service mutuellement. Pourquoi? Parce que le parasite doit accomplir son cycle dans le tube digestif, et pour accomplir son cycle, il emploie une stratégie qui est, par l'intermédiaire de ces cellules, rendre le système immunitaire tolérant, et par voie de conséquence, la diminution des maladies auto-immunes. En gros, on pourrait dire, vous savez, c'est comme dans un couple, un couple, ils se rendent service l'un l'autre. Bon, de temps en temps, vous connaissez tous, sauf ceux qui ont une paix des ménages absolue. De temps en temps, il y a des petites disputes. Les petites disputes, qu'est-ce que c'est? On peut apparenter ça de temps en temps au phénomène de l'arbre à migrans, ou à des petites hémorragies digestives avec une anémie, aux ankylostomes. Ouais, des choses un peu plus graves, comme la bilharziose. D'accord, mais globalement, on peut considérer que c'est deux chaînes écologiques imbriquées qu'on a rompues, et où les deux partenaires trouvaient un bénéfice mutuel. Et d'ailleurs, on a, à l'échelon écologique mondial, une image en miroir négative entre ces maladies et la sclérose en plaques. Et c'est encore plus vrai pour le Crohn et la RCH, où là on a quasiment une image en miroir absolue, et où il y a des essais qui sont déjà publiés, c'est pas encore généralisé, mais on a montré, par exemple dans le Crohn, et des études de classe 1, en double aveugle, qu'on pouvait avoir une efficacité quasiment identique à la salazopyrine en traitant les patients ayant maladie de Crohn par des œufs de trichine. Bon, il y a même des essais qui sont actuellement en cours, avec des œufs de trichine inactivés, bien sûr, pour la sclérose en plaques. Alors, ce qui est intéressant ici, alors c'est des données écologiques, mais ça, vous le savez tous. Jusqu'à la fin des années 70, c'était un très très grand problème, le parasitisme intestinal en Martinique. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, on a des moyens mémotechniques, on disait antillais, anguilule. C'est comme ça qu'on savait que y avait beaucoup de parasitose intestinale. Et tout ça a été attesté par des études transversales en population générale, multiples. Dans les années 70, quand on essayait de mettre en évidence, et par l'identification du ver, on s'apercevait que le taux de parasitisme intestinal dans la population adolescente était très élevé. Et ça, c'est des choses qui ont été publiées. On admettait qu'entre 5 et 15 ans, là où se font les facteurs critiques d'acquisition de la sclérose en plaques,
75% des adolescents étaient parasités, et le plus souvent pas par un seul ver, 2, 3. Or, tout ça s'est effondré très rapidement, parce que ces études transversales, en fin de compte, chez les adolescents, enfin, population générale, mais on a aussi les données chez les adolescents, ont montré que ça a été très rapide et lié à des causes multiples. Hein, bon, il y a eu la lutte antiparasitaire. Bon, on a éradiqué notamment la schistosomiase dans les rivières en utilisant des mollucides comme le planorbe. Puis après, tous les autres parasites, c'est essentiellement par le niveau d'amélioration globale de l'hygiène, et en particulier quelque chose qui est très important, c'est l'accession à l'eau courante. On sait maintenant que en très peu de temps, tous les foyers maintenant quasiment ont l'eau courante, ce qui n'était pas le cas dans les années 60-70. Et la Martinique, en fin de compte, c'est une petite île, c'est assez facile, en fin de compte, ça a été assez facile, pas très compliqué d'éradiquer le parasitisme. Si on veut essayer d'éradiquer le parasitisme dans des pays comme l'Égypte, il va falloir 20, 30, peut-être même 40 ans, et encore, on sait pas si on veut y arriver. À tel point que, maintenant, on peut considérer que le parasitisme intestinal n'est plus un problème, et souvent, je vois des internes qui, vous savez, cette prescription systématique. Ouais, bon, on donne des corticoïdes. Ouais, bon, il faut donner du stromectol. Attention à l'angululose maligne. Bon, moi, de temps en temps, des internes, je dis non, quand même, là, patient, architecte, vivant à Fort-de-France, voilà, c'est quand même très faible, peut-être, hein, agriculteur, âgé, mais ça, c'est quelque chose qui doit aussi modifier notre pratique, même s'il y a ce risque d'angululose maligne. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que au niveau écologique, cet effondrement du parasitisme intestinal, il a précédé de quelques années l'émergence continue de la sclérose en plaques en Martinique. Bon, je crois que j'ai fait quasiment 1 heure, donc je vais finir sur 5 minutes. Alors, je vais un peu m'appesantir sur cette synthèse. Alors, donc, vous avez bien compris qu'il y a des facteurs favorisants et il y a des facteurs protecteurs, qui sont à la fois génétiques et environnementaux, parce qu'on a affaire à une maladie polygénétique et poly-environnementale. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'émergence de cette sclérose en plaques d'après tout ce que je vous ai dit? Alors, en fait, on peut penser que la population, elle était susceptible à la maladie, parce qu'elle est porteuse de l'allèle de susceptibilité majoritaire, qui est l'allèle DRB1 1503. Bon, j'ai pas abordé ce sujet, mais le métissage est aussi important, hein, et puis on sait très certainement que plus les sujets sont métissés, plus le risque de sclérose en plaques est important, et ça par adjonction de ce background génétique européen, hein, qui constitue toutes les maisonnettes dont je vous ai parlé. Mais ça suffisait probablement pas. C'est-à-dire, il y avait une susceptibilité génétique latente dans la population antillaise qui pouvait pas s'exprimer. Et qui pouvait pas s'exprimer parce que la génétique dans la sclérose en plaques, la génétique n'explique que, globalement, on les a vus sur les jumeaux monozygotes, 25% de la maladie. Il fallait qu'il y ait des facteurs environnementaux. Et ces facteurs environnementaux, quels sont-ils? C'est ceux, alors, peut-être des facteurs génétiques autres, c'est les facteurs dont on vient de parler. Et ce qu'on sait aussi, ça, des épidémiologistes référents dans cette maladie, nous disent très bien, pour faire bouger l'incidence, il faut des modifications environnementales qui sont pas uniques, mais qui soient multiples. Et il faut que ce soit des facteurs environnementaux du macro-environnement. C'est-à-dire pas des petites choses comme avoir eu des amalgames dentaires. C'est du macro-environnement. Or, la migration massive, l'hygiène et le soleil, c'est des facteurs du macro-environnement. Donc, on jouait très certainement la migration, qui est particulièrement importante ici, parasitose, hein, en tant que perte d'un facteur protecteur, alors que la migration est un facteur favorisant, et également la perte de l'exposition solaire, y compris ici pour les populations n'ayant pas migré. Donc la maladie a émergé, hein, alors en rose c'est le cousin germain, hein, c'est la neuromyélite optique.
c'est-à-dire la sclérose en plaques a supplanté la neuromyélite optique qui a une incidence stable et avec une survenue, enfin une augmentation d'incidence beaucoup plus importante pour la Martinique, pour la Guadeloupe, parce qu'on pense comme ça, a priori, c'est pareil, c'est les deux îles sœurs, tout est pareil. Mais en fin de compte, il y a des petites différences. On l'a vu sur le mouvement migratoire retour. Ça, j'ai pas de données scientifiques, mais il est possible aussi que les Guadeloupéens soient un peu plus métissés que les Martiniquais. Donc voilà, donc en conclusion, tout ce panorama lié aux facteurs environnementaux qui a probablement expliqué l'émergence de la sclérose en plaques ici aux Antilles françaises. Je vous remercie.